Voilà, donc on a écouté une première table ronde qui était consacrée à des aspects plus techniques, pour ainsi dire. Là, maintenant, on va s'occuper de l'interculturel, c'est-à-dire des différences entre le système opérationnel, conceptuel, intellectuel des deux pays, et donc non pas sur un plan généraliste, mais surtout pour ce qui concerne les difficultés que les différences peuvent susciter. C'est-à-dire que ce serait impossible aujourd'hui de faire la liste des différences profondes existant entre ces deux pays proches, la France et l'Italie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure ces différences peuvent représenter des obstacles pour la collaboration entre les entreprises et donc représenter un élément de blocage. Bien entendu, notre but, c'est de contribuer avec l'analyse de ces différences à débloquer ce blocage. Et donc, nous souhaitons contribuer à la meilleure compréhension entre les Italiens et les Français. Et Marc Lazare, qui est l'un de mes amis depuis longtemps, avec lequel on a même travaillé sur 2 livres ensemble. Enfin, donc, il y a vraiment une belle collaboration depuis longtemps. Est un spécialiste des relations franco-italiennes. Il est, je pense, c'est une chose que je répète souvent, le meilleur spécialiste français de l'Italie contemporaine. Donc là, je lui passe avec un grand plaisir la parole pour s'occuper justement de ce thème, les différences et dans quelle mesure ces différences peuvent représenter une difficulté, un obstacle pour la bonne collaboration entre ces deux pays. Merci Mickaël et bonjour. Oui, je crois qu'il faut avant tout éviter les clichés. Alors là, je vais parler effectivement comme Français fréquentant l'Italie et travaillant avec l'Italie. Je suis universitaire, nobody is perfect, mais je suis très souvent en contact, notamment avec la Confindustria, puisque je suis aussi enseignant à la LUISS et que j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs séminaires de la Confindustria ou de managers italiens. Et je crois qu'en tout cas pour les Français, il faut vraiment partir d'une idée, c'est-à-dire d'éviter tous les clichés qu'on a sur l'Italie, pizza, pasta, gelato, mamma, bambini, mafia, vraiment sortir de tout ça. Et je dirais même, on l'a employé cette expression, on l'utilise tous, bien sûr, on est des frères, on est des cousins. Je crois qu'il faut vraiment dépasser cela. Bien sûr, il y a une part de réalité. Et surtout, cette expression française qui m'horripile, je ne parle pas italien, mais je le comprends. Et qui est le comportement de la plupart des Français. Or, contrairement à ce qu'on pense, la langue italienne, non seulement est magnifique, mais parfois, et même très souvent, beaucoup de subtilités qui échappent à une oreille française non formée. Je dois dire que Marc Lazare est l'un des rares Français qui parle très bien l'italien. Je ne vais pas vous en faire la démonstration qui va immédiatement montrer que ce n'est pas vrai. Mais je pense aussi, c'est vrai qu'il faut adopter, il faut essayer d'éviter ce que nous reprochent souvent les Italiens, qui est très ancré dans une histoire longue, qui est notre arrogance française. Et je pense que justement, il ne faut surtout pas partir donc de nos expériences françaises, de notre culture française. Il faut adopter une démarche compréhensive, c'est-à-dire d'essayer de comprendre de l'intérieur de l'Italie et d'avoir une position que j'aime bien définir en utilisant 2 mots anglais de outsider et d'insider.
C'est un historien américain, Stephen Kaplan, grand spécialiste de la France, qui disait qu'il fallait toujours avoir cette position. Il parle, alors lui, un français parfait, connaît tout de la France, mais il disait toujours, j'essaye d'avoir, toujours de garder mon regard un peu éloigné, pour parler comme le grand anthropologue français Lévi-Strauss. Donc c'est cette position. Alors, si tu me demandes qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée, je crois qu'il y a tout de suite 4 éléments qui relèvent, alors c'est vrai un peu de mes domaines de compétences, qui relèvent en gros de l'histoire et de la politique, mais qui pèsent dans les relations de travail. Le premier, ça a été rappelé d'ailleurs par toi, c'est que, contrairement à ce que pensent les Français, habitués à une forme de jacobinisme, l'Italie n'est pas un ensemble uni, et que la diversité locale, régionale, est absolument fondamentale, et que ce n'est pas la même chose de travailler en Lombardie, en Vénétie, à Rome, ou dans le sud de l'Italie, en Calabre ou en Sicile. Et vraiment, cette diversité, on la voit à la fois dans la langue, dans la manière de travailler, dans la manière de penser. C'est un pays qui a été unifié récemment, et ça contribue énormément à des incompréhensions entre Français et Italiens. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons affaire en Italie, à mon sens, à ce qu'on appelle dans la sociologie un État faible par rapport à l'État fort en France, mais un État faible, mais qui est hyper présent, hyper tatillon, avec une administration pléthorique, malgré 3 importantes réformes administratives, dont celle que développe actuellement la ministre Marianne Amadi, et que du coup ça provoque tout un enchevêtrement juridique, un empilement juridique, avec beaucoup de problèmes dans lesquels se débattent à la fois les entreprises italiennes, mais aussi les entreprises italiennes et les investisseurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, me semble-t-il. Il faut être conscient de quelque chose qui est différent de l'administration française. Les Italiens pensent toujours que notre administration est très efficace. En France, on n'a pas exactement cette même appréhension de notre administration, mais c'est vrai que là, il y a 2 histoires administratives très différentes, et il faut avoir conscience de cette difficulté de l'administration italienne. La troisième chose, et ça je crois que c'est quelque chose de plus en plus sensible en Italie, c'est le rapport à la nation. La nation italienne, je viens de le dire, est un pays, un État-nation récent, son unité est récente, et durant longtemps, en gros on peut dire, si on veut utiliser une expression un peu caricaturale, qu'en France c'est l'État qui a créé la nation depuis la fin du Moyen-Âge, alors qu'en Italie c'est la nation qui a créé l'État. Mais ce qui me frappe beaucoup depuis quelques années, c'est le fait qu'il y a un sentiment national, je n'ai pas dit nationaliste, mais un sentiment national croissant en Italie pour plusieurs raisons. D'abord, comme dans beaucoup de pays, le phénomène de la globalisation et de l'européanisation provoque une sorte de réaction contraire, et du coup une interrogation qui est depuis très longtemps posée en Italie sur qu'est-ce que c'est que l'Italie et qu'est-ce que c'est qu'être italien. Et puis il y a eu 2 autres phénomènes fondamentaux. C'est le fait qu'il y a eu un parti qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore, la Ligue du Nord, qui à un moment donné souhaitait, à un moment donné, ce n'est plus le cas aujourd'hui, se séparer de l'Italie du Sud, et donc ça a provoqué une sorte de réaction encore et d'interrogation sur la réalité nationale. Et puis, et ça c'est aussi vraiment fondamental à comprendre, c'est le choc migratoire qu'a connu l'Italie depuis les années 90, c'est-à-dire l'arrivée d'une grande quantité d'immigrés qui a soulevé encore une fois la question, mais qu'est-ce qui nous unit, nous Italiens, comment intégrer cette population à un moment donné où l'Italie a le plus bas taux de natalité de toute l'Europe avec l'Allemagne. Vous l'avez dit, c'est un pays vieillissant. Je rappelle que la natalité française est une des plus élevées de l'Union européenne avec l'Irlande. Et par conséquent, que faire avec ces immigrés? Et de ce point de vue-là, on a aujourd'hui une sensibilité nationale qui est très forte en Italie. Je ne dis bien pas nationalisme, mais une sensibilité. Et si les Français arrivent avec leur force, n'est-ce pas, de plusieurs siècles d'histoire nationale avec eux, et qu'ils commencent à critiquer un certain nombre d'éléments italiens, ça ne passe pas. Parce que l'autolésionisme, c'est-à-dire l'autoflagellation, est une spécialité italienne réservée aux Italiens, et qu'un Français ne s'y aventure pas. Donc, mais c'est parce que ça relève d'une interrogation qui, on voit bien, qui traverse toute, on le voit avec l'élection américaine, on va le voir en France l'année prochaine, il y a toute cette interrogation sur qu'est-ce qu'on est aujourd'hui en Europe, et cette interrogation est très forte aussi en Italie. Dernière chose, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que très souvent, alors vous allez me dire, mais ça ne fait pas partie de notre job d'entrepreneur. Si,
c'est cette perception de la politique italienne que l'on peut avoir. Alors en France, elle nous semble soit une commedia dell'arte, soit incompréhensible, soit dangereuse. Et mon idée, moi, c'est que non, ce n'est pas du tout ça, et que ce que vit l'Italie depuis 20 ans, c'est, j'emploie souvent cette expression, un laboratoire ou un sismographe qui enregistre des secousses et des mutations qui sont en train de frapper tous les autres pays européens. Et par conséquent, plutôt que de voir la politique italienne comme quelque chose d'exotique, il faut le voir comme quelque chose de prémonitoire. Et du coup, d'intégrer cette dimension qui est présente, même si on est dans une activité très très pratique, qui à un moment donné sera présente parce que on ne peut plus aujourd'hui avoir une activité dans le secteur privé sans être confronté au domaine politique. Tu me laisses encore 2 minutes ? Oui. Merci. Alors, je réfléchissais et je me disais, mais s'il y avait finalement quelques éléments de conseils que je pouvais me permettre de donner, moi encore une fois qui ne suis pas dans le monde de l'entreprise, mais ayant cette expérience depuis, tu n'as pas dit le nombre d'années, nous sommes amis de 30 ans en général, ça se finit très mal, ces amitiés de 30 ans, mais je voudrais vous en donner 5. 1, c'est que le travail en Italie et pour les Italiens est une valeur fondamentale. Et on travaille beaucoup en Italie. On travaille énormément en Italie, contrairement à une représentation française très ancrée dans les têtes. On travaille beaucoup, on s'y donne énormément, même si on sait combiner avec ça le godere, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on peut s'amuser aussi. Mais le travail est une valeur fondamentale, il se décline de manière différente selon qu'on est en Vénétie, selon qu'on est à Rome. Par exemple, à Rome, la dilatation du temps de travail est absolument phénoménale. On commence parfois tard, on finit très très tard. Ça peut choquer les Français. On prend le temps aussi de prendre un bon café éventuellement, mais on travaille. Et la valeur travail, c'est pas exactement les 35 heures. Non. Deuxième point, je crois, difficile à appréhender pour les Français, c'est cette combinaison d'un sentiment que nous avons Français quand on commence à travailler avec les Italiens et à vivre avec les Italiens, d'une sorte de grand égalitarisme. On se tutoie très rapidement, très facilement, on se tape sur l'épaule ensemble, on va prendre un café, mais derrière cela, et c'est parfois difficile à appréhender pour les Français, il me semble qu'il y a des réalités extraordinairement hiérarchisées qui se répercutent dans les entreprises et dans les rapports sociaux. Je vais en prendre qu'un exemple, c'est l'immense respect qu'il y a encore en Italie dans l'usage des titres. On est avvocato, on est ingénieur, on est professeur. Mais moi, je suis très heureux. Il n'y a qu'en Italie où je suis appelé professeur. Parce que mes étudiants à Sciences Po, ils m'envoient un mail en disant « Salut, à 3h du matin, j'ai oublié de vous dire que je ne serai pas là demain matin. » Ça n'existe pas en Italie. On est professeur, on est direttore, on est cavaliere, on est... insomma, ci sono tante. Directeur, présidente, et c'est très important. C'est des titres qui, Alexis de Tocqueville nous avait expliqué qu'en France, à cause de la passion de l'égalité depuis le XVIIIe siècle, on avait une sorte d'arrasement de ces titres. Nous avons décapité un roi, nous avons aboli notre noblesse, donc c'est très fort en France. Mais en Italie, ces titres font partie d'une hiérarchie respectueuse justement de ce que l'on a obtenu. Et il faut les employer, il faut savoir les employer, et c'est un élément là aussi important. Troisième point, je crois qu'il y a une très grande importance dans les rapports sociaux de l'apparence en Italie, beaucoup plus qu'en France. La manière de s'habiller, le gestuel est extraordinairement importante, c'est très codifié, même si c'est en train de changer, et le plus grand changement qu'on peut voir, c'est le président du Conseil actuellement, Matteo Renzi, qui le premier est arrivé en 2014, excuse-moi de ce que je vais dire, Linda, quand il est passé devant le Sénat, sans discours écrit, ce qui était la première fois dans l'histoire de la République italienne, mettant ses mains dans la poche, ce qui était un deuxième scandale, et en plus s'adressant aux sénateurs en disant « Moi, j'ai moins de 40 ans, depuis tout petit, je vous vois en face de moi, je ne peux pas siéger, et en plus, c'est sans doute la dernière fois que le président du Conseil s'adresse à vous. » Bon, évidemment, sans doute, sa prédiction ne va pas être réalisée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé, et ça, c'est d'autres idées. L'apparence est un élément important. Quatrième point, c'est la manière dont on parle en Italie. Et
En France, on a notre esprit cartésien, hein, l'efficacité de la langue, ce qu'on a appris, on l'apprend encore. Souvent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et nous, à Sciences Po, par exemple, c'est 10 minutes. Hein, la formule 10 minutes, en 10 minutes, vous devez résumer la politique agricole commune ou faire un exposé sur le devenir du monde après l'élection de Trump. Et on est très bon pour ça. C'est beaucoup plus dur pour les Italiens. Et c'est beaucoup plus dur pour les Italiens, et ça, c'est un élément d'énervement dans les rapports quotidiens. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ça, parce que plus on travaille sur un pays, plus on essaye de le comprendre, plus il vous échappe. C'est la triste vérité. Mais j'ai compris en regardant tout simplement les manuels d'enseignement secondaire en Italie. Et quand vous les regardez, c'est des énormes livres avec beaucoup de textes. Et du coup, pour un Italien, il faut commencer par montrer son érudition. C'est pas un snobisme, c'est tout simplement parce c'est une culture de l'accumulation et de l'érudition. Et donc, par conséquent, on ne va pas aller droit au but, mais on va d'abord se situer dans une tradition avant de développer un message. Donc là, il y a deux formules rhétoriques, me semble-t-il, très différentes, qui n'ont pas la même forme, mais qui aboutissent évidemment à des raisonnements comparables. Enfin, je m'arrête là. La dernière chose, c'est, je crois, l'importance de la culture de la mediazione. C'est-à-dire qu'il faut, en Italie, essayer de trouver des formes d'accord. On exprime parfois son désaccord, mais on recherche en permanence justement la médiation. Hein, une formule, d'ailleurs, qui est arrivée dans le langage en France extraordinairement tardivement, à partir des années 80. Ça m'a beaucoup intéressé cette question, donc j'ai essayé de retrouver dans les dictionnaires quand est-ce qu'on employait le mot médiation. En Italie, la médiation est politique, la médiation entre différents acteurs, y compris économiques, est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à provoquer, dans la mesure du possible, un consensus. Les choses changent actuellement, justement, y compris d'un point de vue de la politique, mais je laisse ça de côté pour le moment. Mais l'importance de la médiation, c'est quelque chose, du coup, qui explique et qui accompagne la subtilité de la langue italienne. Et pourquoi, très souvent, dans les mots que l'on emploie en langue italienne, il y a beaucoup plus de précision dans les mots que dans la langue française, parce qu'on essaye justement d'arriver à ce qui peut permettre, à un moment donné, non seulement de mieux s'exprimer, mais de trouver un accord. Merci. Dans cette intervention, il y avait un tas de remarques extrêmement intéressantes et subtiles. Je vais simplement en souligner 2 ou 3 pour voir si Marc Lazare veut ajouter quelque chose sur ces points précis. Il a souligné que parmi les différences qui peuvent surprendre le français qui commence à avoir des relations opérationnelles avec l'Italie, il y a les diversités régionales. Diversité régionale qu'il attribuait à la naissance relativement récente de l'État italien. Moi, je ne crois pas que ces différences soient destinées vraiment à diminuer avec le temps, parce qu'elles sont très enracinées dans l'histoire. Il faut considérer qu'il est superficiel de voir simplement les différences entre le Nord et le Sud, car à l'intérieur même du Nord, entre Turin et Venise, il y a des différences énormes, dans le Sud, entre Naples et Palerme, là aussi. Donc, en effet, ça c'est une remarque importante, et ayant des relations avec les Français depuis longtemps, j'ai constaté combien cela est surprenant. Le rapport avec le travail. Alors là, tu as dit quelque chose de très subtil. Les Français, contrairement à un lieu commun, les Italiens, contrairement à un lieu commun qui est très répandu, les Italiens travaillent beaucoup et ont une vision éthique du travail. Alors que j'ai constaté que souvent les acteurs économiques italiens venant en France et ayant une idée idéalisée de la France sont étonnés de voir qu'il y a autant de vacances. Mais comment ces Français qui sont tellement sérieux, plus sérieux que nous, mais puis au fond travaillent relativement peu, à 18h, ils partent, ils terminent leur journée, ils font des week-ends. Enfin, cela est un élément
qui peut susciter des incompréhensions. Et les hiérarchies, alors là tu as souligné une chose importante, les hiérarchies en Italie sont très fortes. On peut, quand tu vois les gens qui se tutoient facilement, qui se tapent sur l'épaule, etc., on pourrait penser que tout le monde est solidaire et souriant. Au fait, les hiérarchies sont tellement intériorisées qu'il n'y a même pas le besoin de leur donner certains symboles comme le vouvoiement, etc. C'est quelque chose de très fort. Je dois dire, ayant travaillé dans les journaux, le directeur a toujours été tutoyé par moi, même quand j'étais très jeune, et tout en l'appelant directeur. Et là aussi, autre remarque intéressante, le titre, l'usage des titres. Souvent, les Français ironisent sur le fait qu'en Italie, on s'appelle dottore, professore et ainsi de suite. Au fait, cela peut être une reconnaissance du rôle et donc de la sacralité du travail. Voilà. Un point sur lequel j'aimerais connaître l'avis de Marc Lazare, c'est le rapport des Français et des Italiens, source d'incompréhension profonde avec l'Europe et les USA. Parce que les Français sont souvent très anti-américains, alors que les Italiens ne le sont pas. Le rapport avec l'Europe... Enfin, là, je vois que Fabrizio Romano aussi voudrait dire un mot. Par la suite, on va passer à d'autres sujets plus liés à l'expérience opérationnelle au quotidien. Mais j'aimerais approfondir encore un peu cette partie plus généraliste. Voilà, je voulais, merci beaucoup Michele et grazie professore, parce que ce que tu viens... Avvocato, grazie professore, perché ce que tu viens de dire et d'expliquer de manière très très claire coûte aux entreprises des millions et des millions d'euros. C'est-à-dire que je peux donner des exemples parce que ce que tu dis, après, se manifeste, se concrétise dans des pertes d'argent énormes pour des sociétés françaises qui sont en Italie, parce que cet élément, et donc ce côté direct et efficace qu'on apprend en France, et que c'est vraiment le top qu'on peut faire en France, est considéré souvent une insulte en Italie, alors que ce n'est pas dans l'esprit de l'entrepreneur français ou du manager français d'avoir cette attitude, mais le résultat, c'est que c'est considéré une insulte, et donc les négociations se bloquent. Et il m'est arrivé pour un groupe français qui avait un problème avec un grand groupe italien basé dans le nord de l'Italie, un peu vers la gauche comme ça, et qui avait bloqué un énorme contrat, de les voir et pour lesquels ils nous avaient demandé immédiatement d'assigner le groupe italien. Et donc, bien évidemment, on a préparé les éléments juridiques parce que, bien évidemment, ça c'était le côté avocat, mais quand on a fait justement la partie assignation, parce qu'il fallait préparer, être prêt d'un point de vue juridique, mais surtout c'était un élément à ne jamais utiliser. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû organiser des répétitions au sein de la société avec tous les directeurs juridiques, directeurs financiers et tous les directeurs impliqués en disant, bon, tu vas à Turin, alors moi je suis le directeur général du fameux groupe dont on parle, qu'est-ce que tu vas me dire, comment tu t'adresses, comment tu vas présenter ce cas? Un désastre. C'est-à-dire que j'ai dû à un certain moment dire, et ce n'était pas vraiment de l'agressivité ou de la mauvaise foi, mais le ton et l'efficacité dont parlait Marc sont une arme terrible, un boomerang terrible. Et donc je disais, regarde, tu sais, ils sont dans le nord, un peu vers la gauche, etc., mais la fenêtre est ouverte même l'hiver. Tu rentres par la porte, ils te jettent par la fenêtre, parce que tu parles comme ça, justement, surtout dans des groupes importants où la hiérarchie est importante, où le rôle est important, c'est une question de dignité. Et donc, l'argent ne vaut plus rien. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire passer comme message. Et c'est ça aussi qu'avec nos amis, nous tous, on a créé IREFI pour faire passer ce message, pour essayer d'intervenir sur un élément qui n'est pas
juridique ou financier ou technique, mais qui est celui qui bloque les relations, qui sont au départ voulues par tout le monde, parce qu'il y a on le sait, on l'a dit, tout le monde l'a dit, il y a des liens énormes économiques entre la France et l'Italie, il y a une volonté de faire le business, il y a une volonté, il y a un intérêt pour les entreprises de l'autre, donc on veut faire, mais quand on se retrouve... Olivier a parlé du paradoxe de la proximité, c'est-à-dire qu'on est tellement proche qu'on ne se voit pas, et donc on ne peut pas lire quand on est comme ça. Nous tous, en allant dans un pays asiatique, on a lu dans l'avion comment faut-il faire, et s'il dit oui, c'est oui ou c'est non, comment il se comporte. Mais pour l'Italie, personne ne le fait. Donc nous sommes cousins, la même chose, etc. C'est totalement faux. Et donc il faut se préparer. Et donc IREFI est né pour aider et donner les moyens, aider à cette préparation. Et c'est sur ce projet que Assolombarda et MEDEF, que je remercie énormément, ont suivi, et avec BNL, avec BNP Paribas, et tous nos amis ici présents, ceux qui font partie du Conseil d'orientation, c'est-à-dire nous tous, on est conscients de cette difficulté, et ces acteurs ont décidé et ont accepté de contribuer pour échanger et aussi se mettre à la disposition de ceux qui ont envie de comprendre un peu plus le fonctionnement, d'avoir les clés d'accès et de résoudre ces problèmes. Donc, dans cette fameuse histoire du groupe italien et du groupe français, après 2 ou 3 répétitions, on a réussi à trouver le ton exact qui pouvait être pour que les mots qui étaient dans le ton soient écoutés. Parce que c'est ça le problème. Non, le problème, c'est ça. C'est que quand le ton ne fonctionne pas, les mots ne sont pas écoutés. Et donc, tout se bloque. Et donc le paradoxe de la proximité, on l'a dit, doit nous pousser à comprendre qu'il y a cette difficulté, doit nous pousser à faire attention et à étudier. Et donc, ce côté... Et c'est la même chose pour les sociétés italiennes qui viennent en France. On leur explique que personne ne veut les insulter. C'est juste une façon pour être direct et efficace. Non? Fabrizio, peut-être il faudrait expliquer un peu mieux à notre auditoire, que je trouve tellement attentif et je m'en réjouis, ce thème du paradoxe de la proximité. Oui. Parce que, en quelques mots, il s'agit du fait que si nous partons au Japon pour traiter une affaire ou pour prendre un contact, nous sommes préparés à considérer que c'est une culture éloignée de la nôtre. Exactement. Alors que les Français en Italie et les Italiens en France ont tendance à penser que c'est quasiment la même chose. Exactement, c'est exactement ça. Et donc il y a toute une conséquence. Nous sommes donc pratiquement la même chose. Après, on se rend compte que ce n'est pas le cas, donc on commence à être méfiant. Si on est méfiant, on s'arrête. Si on s'arrête, on ne fait pas le business. Le business est fait par les hommes, pas par les techniciens, pas par la finance, voilà. Est fait par les hommes. Si les hommes n'ont pas confiance, le business ne se fait pas. Et c'est ça le paradoxe de la proximité, c'est cette déception qui automatiquement rentre en jeu, et on l'a vu, et c'est des millions et des millions et des millions d'euros jetés par la fenêtre à cause de cette difficulté. Et nous sommes tous là parce que nous pouvons donner des exemples. Et IREFI est né sur la base pour la conscience, le fait qu'on a conscience de cette difficulté et que nous voulons essayer de donner des clés pour aller outre. Mais je passe la parole, ou je redonne la parole à Michele, parce que sinon on se lance trop. Mais voilà. Je voulais souligner encore une fois un passage de l'exposition initiale de Marc Lazare, c'est-à-dire l'importance de la tenue vestimentaire. Alors, dans les rapports entre les Italiens et les Français, je ne prétends pas que cela soit un point fondamental, mais tout de même, cela ne manque pas d'importance. Pour le français normalement constitué, l'italien est quelqu'un qui s'habille avec trop de recherche, il est vaniteux. Alors que pour l'italien normalement constitué,
le français est quelqu'un qui est habillé d'une manière débraillée, qui n'est pas soigné dans la façon de s'habiller. Là, ce sont des différences qui sont en train de s'atténuer actuellement. Pourtant, cela existe toujours. Et donc, bien entendu, pour le français, un Italien qui s'habille avec autant de recherche est quelqu'un de superficiel. Et de l'autre côté, le français qui ne met pas la même attention dans la recherche de ses vêtements, c'est quelqu'un d'un peu tristouné, d'un peu... Enfin, donc, ça, c'est un point. Mais je reviens sur la question. N'oublions pas que Marc Lazare est un vrai professeur, un grand professeur qui s'occupe de sociologie politique, d'histoire. Donc, l'attitude des Italiens et des Français face à l'Europe et aux États-Unis, ça, c'est un point très sérieux. Alors, je ferai juste une petite incise par rapport à ce que tu as dit. C'est que l'accélération de la communication fait qu'on communique tous par mail. Les Français, du coup, sont encore plus directs sur les mails, alors que hier, je parlais avec Monica Banchix, qui a parlé tout à l'heure ce matin, qui me faisait remarquer que dans son travail, elle était étonnée de recevoir des mails italiens qui étaient extraordinairement longs, au point qu'elle était obligée de les imprimer pour bien comprendre ce qui était dit. Parce que, évidemment, moi-même, dans mon activité, je reçois des mails, egregio professeur, etc. Alors, ça commence par toute une série de choses. Et il faut dire, mais où est-ce qu'ils vont en venir? Ah, oui, d'accord. Il m'invite à telle conférence. Bon, donc c'est vrai que même dans l'accélération aujourd'hui par Internet de notre communication, ces traditions culturelles sont en train, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, au lieu de se réduire, continuent à se maintenir. Alors très rapidement sur la question que tu poses, en fait là aussi c'est intéressant parce qu'il y a une évolution qui me semble tout à fait notable. On sait que les Français traditionnellement, la France était très eurosceptique, hein, c'est-à-dire que, ou plus exactement, la France conçoit l'Europe qu'à partir du moment où elle domine non seulement politiquement l'Europe, mais que tout son modèle est le modèle qui doit être imposé à l'ensemble des pays européens. On sait que la France est dans une critique très forte de l'Europe à cause des gaullistes, à cause des communistes, et ça a encore un héritage aujourd'hui. Or, la grande évolution, c'est que l'Italie, pays le plus europhile, est devenu un des pays aujourd'hui les plus eurosceptiques. Quand vous regardez les enquêtes Eurobaromètre, on voit très bien qu'à partir des années 90 et encore plus, à partir du moment où l'euro a été décrété monnaie unique et que l'Italie y a adhéré, on a aujourd'hui en Italie une Italie plus eurosceptique que les Français, plus eurosceptique que les Français. Mais la majorité des Européens refusent l'idée de sortir de l'euro et c'est donc une situation qui a beaucoup évolué. Alors, je termine. Sur les États-Unis, on sait que l'Italie est beaucoup plus pro-américaine que la France, qui est beaucoup plus critique des États-Unis. Mais je voudrais aborder un point, parce que je pense qu'il y a des répercussions dans les entreprises et dans l'activité professionnelle. C'est le triangle Paris-Berlin-Rome, ou France, Allemagne, Italie. Et là, c'est à chaque fois des problèmes énormes que je résume toujours de la manière suivante. La France a fait un mariage avec l'Allemagne. Alors je vais prendre un mariage, excusez-moi, du même sexe pour éviter toute ambiguïté dans mon propos. Donc la France et l'Allemagne sont mariés. Bon. Et c'est un mariage qui a beaucoup d'années. Et comme tout mariage, au bout de quelques années, il y a parfois une certaine usure. Et du coup, la France rappelle qu'elle a une magnifique maîtresse. C'est la maîtresse italienne. Alors, elle réactive sa relation avec la maîtresse italienne. Et l'Italie, tout à coup, est très contente. Voilà que son amant ou son amante revient vers elle. Et donc, tout à coup, c'est l'euphorie dans les rapports entre la France et l'Italie. Du coup, ça met de l'huile dans les relations, y compris dans les entreprises. Tout va bien. Et puis, évidemment, du côté français, le seul intérêt de réactiver cette relation avec la maîtresse italienne, c'est de retrouver un peu de sel dans le vrai mariage qui compte, c'est-à-dire le mariage avec l'Allemagne. Et une fois que l'Allemagne se dit « Ah non, quand même, on va revenir avec des bonnes intentions du côté de la France », la France abandonne sa maîtresse italienne pour la plus grande déception. Et ça, immédiatement, provoque des réactions du genre « mais c'est pas possible, ces Français nous instrumentalisent ». Et c'est vraiment ces relations diplomatiques, je parle devant des ambassadeurs et un ambassadeur en particulier qui m'excusera de mon propos,
j'avais écrit un article dans la Repubblica comme ça, j'ai reçu un message d'insulte d'un représentant du Quai d'Orsay qui m'a dit que c'était honteux d'écrire des choses pareilles, mais je le maintiens, c'est-à-dire que c'est la politique française. Et ça a des conséquences, y compris dans les relations professionnelles, parce que du côté italien, contrairement à ce que pensent les Français, il n'y a pas que la France. Il y a l'Allemagne, qui est d'abord un des grands partenaires économiques de l'Italie, qui est un pays qui a provoqué aussi beaucoup, qui a été une référence pour la structuration de son système justement d'éducation, d'enseignement supérieur. Il y a un modèle allemand en Italie très fort, et l'Italie souhaite être considérée à parité entre l'Allemagne et la France. Et tout ça, qui apparaît de la lointaine politique, s'inscrit souvent dans des rapports ensuite très concrets de travail et d'activité économique. Il faut dire que tout dernièrement, l'Italie non seulement a été parfois rejetée par la France, mais elle aussi, à son tour, a fait des caprices de maîtresse. Avec l'Allemagne, oui. Oui, voilà. Donc, c'est un jeu à trois maintenant. Un jeu à trois, oui. Et cela est un changement non indifférent, un ménage à trois. Et cela est un changement non indifférent par rapport à la géopolitique traditionnelle de l'Europe dans cette après-guerre. Comme je vous l'avais annoncé, on va écouter d'autres interlocuteurs qui, sans oublier les réflexions d'ordre général, vont nous plonger dans leur contexte spécifique d'activité. Et là, je fais allusion d'abord à Bruno Lesquer, qui est ici à mes côtés, conseiller spécial du président directeur général EDF, ancien administrateur délégué Edison en Italie. Il a une belle expérience italienne de 4 ou 5 ans, je crois, à Milan. Et c'est une expérience récente, je crois qu'il est rentré en France depuis quelques mois, simplement depuis janvier-février, non? Donc c'est récent. Il s'agit d'une expérience opérationnelle. Et il m'a dit, on s'est parlé au téléphone l'autre jour, et il m'a dit qu'il garde un bon souvenir de cette expérience et qu'il a beaucoup apprécié la qualité humaine aussi de ces relations italiennes, tout en soulignant que dès qu'on passe du concret quotidien aux idées générales, il peut y avoir des visions un peu divergentes. Alors, s'il vous plaît, développez un peu votre réflexion sur cette expérience italienne. Bon, d'abord, merci infiniment pour l'invitation et pour me donner l'occasion de partager avec vous cette expérience. Alors, pour resituer un petit peu cette expérience, je suis amené à rappeler un peu ce qu'est Edison et ce qu'a été Edison pour EDF dans les dernières années. Le titre de la table ronde, c'est « En terrain conquis ». La question de la prise de contrôle par EDF, entreprise nationale française, d'Edison, société italienne, est une question qui a animé certains milieux pendant 14 ans, puisque l'affaire a démarré par l'association d'EDF à une OPA hostile sur ce qui était à l'époque Mont-Edison, et puis c'est terminé, du moins j'ai la prétention de le croire, de façon plus ou moins correcte, il y a à peine quelques années, par la prise de contrôle totale d'Edison par EDF et notamment la sortie d'EDF de la bourse de Milan. Oui. Alors, si vous voulez, j'ai été administrateur délégué d'Edison pendant la dernière période, de 2011 à 2015, comme vous le rappelez. Alors, je vous remercie d'avoir dit que j'avais eu un excellent souvenir de cette période. Ça a été une période tout à fait passionnante, à la fois au plan professionnel et évidemment au plan humain. Et je suis je suis particulièrement heureux d'avoir à partager ça avec vous aujourd'hui et j'espère que ça pourrait être utile. Alors, si vous voulez, j'ai bien conscience que mon expérience est très particulière parce qu'elle s'est faite dans un secteur qui est le secteur de l'énergie et je suis amené peut-être à retracer quelques éléments historiques
Edison est la première société d'électricité incorporée en Europe. Bien avant des sociétés françaises. La deuxième société est une société que j'ai eu aussi l'honneur de diriger, qui était London Electricity, qui a été incorporée quelques mois après Edison. Alors Edison, évidemment, le nom vient de Thomas Edison, puisque c'est originellement la société générale d'électricité procédée Thomas Edison, puisque Edison venait de présenter en 1880 à l'exposition universelle de Paris la lampe à incandescence qu'un entrepreneur italien, un ingénieur italien de Milan, avait découvert et dont il avait acquis la licence pour développer la première industrie électrique à Milan. Alors Milan jouit d'une situation exceptionnelle pour un électricien, puisque c'est au pied des Alpes, et c'est une ville industrielle, et la Scala de Milan a été le premier bâtiment public éclairé à l'électricité en Europe. Edison a grandi. Ça, c'est très intéressant. La Scala a été le premier. Absolument. D'accord. Edison a grandi dans le nord de l'Italie et dans le dynamisme de la première mondialisation, puisque les années 1880, vous vous en souvenez, étaient l'année de la première mondialisation, et le dynamisme italien s'est développé, et Edison a accompagné le développement de l'industrie dans l'ensemble de l'Italie, au point de devenir l'essentiel de l'industrie électrique italienne dans les années 30 et après-guerre. Et j'allais dire, comme beaucoup de pays en Europe, l'Italie, après la guerre, a jugé utile de rationaliser son système électrique pour tirer parti des économies d'échelle et le reconstruire, et a nationalisé son industrie électrique, comme l'Angleterre et comme la France après la guerre, avec un petit peu plus de délai, puisque ça n'a été nationalisé qu'en 1962. Là aussi, j'ai ma propre interprétation, si vous voulez. Le consensus politique qui avait pu se créer en Angleterre ou en France pour créer les conditions d'une nationalisation, de rationalisation et de développement d'une industrie n'a pas été aussi facile à obtenir en Italie qu'en France et en Angleterre, et a pris en fait une décennie et demie pour trouver les conditions en 1962 de cette nationalisation. Edison a donc été nationalisé, ses centrales électriques, ses lignes électriques, ses réseaux de distribution ont constitué l'essentiel des actifs de l'Enel, ou la partie la plus importante des actifs de l'Enel, et bien sûr Edison a été indemnisé, et les actionnaires d'Edison ont utilisé ces indemnités de nationalisation pour se reconvertir dans un secteur dans lequel ils étaient déjà présents par le biais de la fourniture d'énergie aux industries aux grosses industries italiennes, et ils ont investi en rachetant une société qui s'appelait Montecatini pour former Montedison. Montedison a donc, est devenu progressivement, je crois, mais je parle sous contrôle de gens qui connaissent ça bien mieux que moi, sans doute la plus importante société industrielle de base en Italie dans les années 80 et 90, et son activité s'étendait de la chimie lourde à l'agroalimentaire, en passant par tout un tas d'activités connexes, y compris financières, au point que, m'a-t-on dit, dans les années 80, Montedison devait compter 160 000 employés et représentait sans doute une très grande puissance industrielle et financière du capitalisme italien moderne et dynamique de l'époque, issue des 30 Glorieuses, mais assez peu connue du grand public, puisqu'elle ne travaillait pas sur des produits de consommation courante. L'histoire industrielle des conglomérats, et là non plus, ça n'est pas propre à l'Italie, des années 80, a fait que Montedison est rentré dans certaines difficultés, et puis après des processus compliqués, mais qui ont eu aussi des dimensions politiques importantes. L'affaire Manipulité a démarré avec Enimont, qui était une joint venture entre Montedison, le capitalisme privé, et Eni, l'exemple typique de la société d'État industriellement efficace. Et donc on est quand même au cœur de l'histoire politique et industrielle italienne.
Toujours est-il qu'à la fin des années 90, la situation industrielle de ce conglomérat devenait totalement inefficace et certains ont jugé approprié de travailler à la réorganisation et au démantèlement de ce conglomérat, ce qui était traduit par une OPA hostile organisée par plusieurs groupes, dont Fiat, et auquel EDF s'est trouvé associé en juin 2001, et qui a provoqué effectivement un coup de tonnerre dans le paysage, puisque ça a été perçu comme une tentative de développement du groupe français public, totalement public à l'époque, EDF, sur des actifs industriels et énergétiques italiens, au moment où l'Italie ouvrait progressivement son secteur d'électricité électrique à la concurrence sous l'impulsion des évolutions bruxelloises d'ouverture, de la création progressive de grands marchés de gaz et d'électricité en Europe. On a eu des réactions, et Madame la Présidente s'en souvient très bien, au plan politique extrêmement important. L'Italie a pris une loi célèbre dans notre petit milieu, la loi 301, bloquant les droits de vote des entreprises publiques rachetant des secteurs concurrentiels en Italie à 3%, alors qu'EDF avait sans doute déjà plus de 20% des actions de Montedison. Donc il y a eu une période assez intéressante sur le plan de la corporate gouvernance, d'auto-gestion de Montedison, puisque son actionnaire de référence était limité dans la possibilité d'exercer ses droits de vote. Période pendant laquelle, si vous voulez, Montedison s'est progressivement réorganisé, recentré, réduit, bien sûr, et retourné à ses métiers de base, qui étaient l'énergie, pour redevenir Edison, finalement, société de taille, somme toute, assez modeste, mais, disons, le deuxième ou troisième acteur en électricité et en gaz en Italie. Et parallèlement, les choses se sont un peu développées pour que finalement une première étape soit franchie en 2005 et EDF trouve un accord avec des partenaires italiens, en l'occurrence les sociétés d'électricité municipales de Milan et de Brescia, pour assurer un co-contrôle d'Edison qui restait coté à la bourse de Milan, et pour finir en 2012 par trouver un autre accord consistant à désintéresser ces sociétés municipales qui, dans l'intervalle, avaient fusionné, en leur cédant certains actifs, et finir par une OPA pour prendre la totalité du capital. Alors, j'explique tout ça pour expliquer que, d'abord, c'est une expérience effectivement intéressante, mais pour surtout souligner le fait que j'ai eu la chance de travailler dans une industrie qui, comme vous l'avez compris, est d'abord et avant tout une industrie politique. Et la réaction du gouvernement italien, si vous voulez, face à l'agression des Français, si vous voulez, n'est pas une réaction que je considérerais comme spécifiquement italienne. C'est une réaction normale de tout pays qui se préoccupe de son industrie énergétique. L'industrie électrique est d'abord et avant tout une industrie politique. Nos centrales sont fixées dans un territoire, elles sont là pour plusieurs générations et il faut d'abord et avant tout les rendre acceptables par les populations auprès desquelles elles fonctionnent. Nos réseaux parcourent les territoires, nos poteaux sont plantés devant des habitations de gens réels. Nos factures, ou les factures d'électricité ou d'énergie ou de gaz, sont envoyées à des gens qui ne se préoccupent de l'électricité ou de gaz que dans deux situations, lorsqu'ils reçoivent leur facture ou lorsque la fourniture d'électricité leur fait défaut. Pour le reste, ce sont d'abord et avant tout des électeurs qui considèrent que l'électricité sort du mur de leur maison et donc quelque chose que la collectivité et leurs hommes politiques doivent leur donner. Donc voilà, c'est dans ces conditions dans lesquelles j'ai travaillé en Italie, si vous voulez, et donc c'est avec cette obligation liée à l'industrie dans laquelle j'exerce, si vous voulez, de tenir compte de ce qu'est la société dans laquelle on travaille, dans laquelle on installe nos installations et dans lesquelles on essaye d'envoyer nos factures. Voilà pourquoi, si vous voulez, mon expérience
m'a donné, évidemment, par obligation, de m'intéresser à ce qu'étaient les Italiens tels qu'ils sont, puisque nous n'avons pas le choix dans notre industrie de transporter nos équipements ailleurs. Alors, si vous voulez, pour terminer, les quelques remarques que je voudrais faire, c'est que d'abord, j'ai trouvé, évidemment, j'ai essayé de le rappeler, des ingénieurs de très grande qualité. L'Italie est une nation d'ingénieurs. C'est pour ça que je rappelais que la société Edison a été la première société d'électricité créée en Europe. Volta est né à Côme. Fermi, et je parlerai de l'industrie nucléaire, puisque l'Italie a démarré, même si avec 2 référendums, il n'y a pas de possibilité, mais l'industrie a été pionnière dans l'industrie nucléaire. Elle a été partenaire de l'industrie européenne dans le domaine depuis très longtemps, et je pourrais multiplier les exemples. Donc j'ai été absolument fasciné de la qualité technologique et technique des ingénieurs italiens, et l'incompréhension que certains des Français peuvent avoir vis-à-vis des rapports entre l'Italie, la France et l'Allemagne, notamment pour moi, du fait que nous sous-estimons en France la qualité de l'industrie et de la technologie italienne. J'ai constaté que beaucoup d'entreprises allemandes sous-traitent le contenu technologique du contenu de leurs produits aux Italiens. Et je pourrais multiplier les exemples, y compris dans l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que vous considérez que cette sous-estimation est plus répandue en France qu'en Allemagne? Si vous voulez, les Français ne comprennent pas du tout qu'il y a une vraie concurrence sur des segments technologiques et industriels tout à fait importants. Alors que les Allemands, s'ils sous-traitent aux entreprises italiennes, donc ils comprennent qu'il y a une valeur ajoutée de la part de ces entreprises italiennes. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, si vous voulez, toujours liée à mon industrie, c'est que les problèmes énergétiques vus d'Italie sont infiniment plus internationaux que vus de Paris. Et la capacité de mes collègues italiens, et en général de l'Italie, à se situer dans un jeu international particulièrement complexe dans le domaine de l'énergie est tout à fait remarquable. Alors, je prendrai un exemple. Edison a été la première société à forer un puits de gaz naturel en Italie en 1952, avant la création ou la mise en service par l'ENI de ça. Donc Edison est un acteur important du gaz depuis longtemps en Italie et intervient en Méditerranée, fait des forages et est intervenu aussi dans l'interconnexion de l'Italie avec certains pays producteurs de gaz. Et évidemment, quand on dit gaz en Europe, on parle de la Russie. Et la capacité de l'Italie à gérer ses relations avec la Russie, y compris dans le domaine énergétique, est tout à fait supérieure à la capacité d'autres pays européens à comprendre la complexité de ces relations. C'est une deuxième message que je voudrais donner. Et puis, le troisième, c'est qu'évidemment, vu d'Italie, l'importance de la Méditerranée pour nos économies apparaît infiniment plus importante que vue de Paris, et à juste titre, bien entendu. Voilà, c'est un peu les 3 choses que je retiens, si vous voulez, à partir de mon expérience italienne. Et puis, bien entendu, la richesse et la complexité de la société italienne est un phénomène absolument passionnant à observer en in vivo, et je rejoins tout à fait de façon beaucoup plus pragmatique ou pratique les considérations très bienvenues de Marc Lazare. Merci Bruno Lesquer. Je tiens à souligner sa référence au côté politique de l'activité dans le domaine de l'électricité. Au fait, je me souviens, ce n'est pas simplement quelque chose que j'ai lu dans les livres, mais je me souviens de l'époque de la naissance des gouvernements de centre-gauche en Italie. L'un des éléments
donc je parle bien des années 60. L'un des éléments qui donnait une image de gauche dans ce centre-gauche, c'était la nationalisation de l'industrie électrique. Et donc à cette époque-là, il y avait vraiment l'affrontement entre les libéraux et les socialistes sur un plan, je dirais, idéologique classique, c'est-à-dire que les libéraux étaient partisans de l'économie privée, de la libre initiative, les socialistes étaient partisans de l'intervention de l'État et de l'intérêt collectif. Et donc là déjà, quand l'industrie électrique a été nationalisée dans les années 60, il s'agissait d'une discussion tout à fait politique. Il est vrai qu'en Italie, il y a eu un référendum qui a exclu la possibilité de bâtir des nouvelles des centrales nucléaires. L'Italie avait des projets en cours et aurait pu devenir elle aussi une puissance nucléaire au lieu d'acheter l'énergie dont elle a besoin essentiellement en France et en Suisse. Ce référendum s'est tenu peu après le désastre de Tchernobyl, qui a représenté l'un des symptômes de la crise finale de l'Union soviétique. Et probablement, si le référendum s'était tenu dans une autre période, le résultat n'aurait pas été le même. Mais quel type de sensibilité avez-vous rencontré au cours de votre expérience face à la question du nucléaire? Alors, j'ajoute dans votre expérience italienne. Oui, absolument. D'abord, j'avais négocié dans mes fonctions précédentes l'accord avec Enel pour que Enel et EDF travaillent ensemble à la relance du nucléaire en Europe. Enel a d'ailleurs pris une participation pendant longtemps dans la construction de la centrale nucléaire de Flamanville en France, qui n'est toujours pas achevée. Et il y avait bien des idées de redémarrer des choses. Il y a eu un deuxième référendum en Italie sur le nucléaire qui a eu lieu en 2011. Malheureusement, quelques mois, 2 mois après l'accident nucléaire de Fukushima. Donc oui, ça a répliqué exactement les résultats de 87. Il faut dire aussi que oui, donc là aussi, italien, il y a eu un accident qui a, disons, a influencé le référendum. De surcroît, et sans faire de politique, le référendum en 2011 a été l'un des derniers actes importants du gouvernement de Berlusconi et je dirais comme maintenant on le comprend tous, les électeurs ne répondent pas à la question qui leur est posée, mais répondent à la personne qui présente la question. Et donc on a eu aussi le référendum porté sur 4 questions, dont l'industrie de l'eau et pas seulement le nucléaire, et la réponse a été négative à 94% pour le nucléaire et à 95 ou 97% sur les autres questions. Donc l'industrie nucléaire n'a pas eu de chance. Maintenant, si vous voulez, la relation de l'Italie avec le nucléaire, je le disais tout à l'heure, notre industrie doit être l'un des problèmes majeurs de notre industrie, c'est de rendre acceptables nos activités aux sociétés, dans les sociétés dans lesquelles on l'exerce. Donc, quel est le problème avec le nucléaire? C'est que le problème de l'acceptabilité du nucléaire est un peu plus compliqué que l'acceptabilité de centrales à charbon, de centrales éoliennes, des poteaux, des lignes électriques, par tout simplement l'histoire de l'émergence de cette énergie dans le monde. Hein, c'est Hiroshima, c'est bien sûr ça, on le sait tous. Donc il y a un problème particulier. Général, c'est vrai partout, c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, c'est évidemment a fortiori vrai en Allemagne, et c'est vrai aussi en Italie. Ce qui est spécifique en Italie, c'est la sensibilité très particulière des Italiens sur l'environnement. Et c'est une sensibilité qui est très différente, qui est très forte, mais très différente et qui se décline extrêmement localement. Et avec effectivement sur l'acceptation des infrastructures qui ont une dimension nationale. On va en parler tout à l'heure, oui, au sujet du projet Lyon-Turin. On va parler de ça. Je termine simplement pour dire que l'un des objectifs du gouvernement italien
c'était de modifier justement les pouvoirs relatifs des régions et de l'État central pour l'acceptation, pour les infrastructures, et notamment dans le domaine énergétique. Et ça illustre parfaitement qu'il y a une spécificité italienne politique pour l'acceptabilité d'ouvrages d'intérêt plus large que simplement régional, et qui est l'un des éléments qui me fait penser qu'il y aura des difficultés dans les siècles qui viennent pour l'acceptation du nucléaire en Italie. Donc vous avez constaté en Italie une sensibilité, disons, écologique Oui. même plus poussée qu'en France. Oui, que je pourrais illustrer sur l'acceptation d'autres ouvrages. Si vous voulez, l'atterrage d'un pipeline en Italie, sur une côte italienne, est un problème particulièrement compliqué à traiter. Parce qu'il y a une dimension locale, il y a une dimension environnementale, il y a une dimension nationale, et puis il y a la beauté des paysages qui rend les choses particulièrement délicates. Donc ça se multiplie, et je pense que sur Lyon-Turin... Oui, voilà. Et ce que vous venez de dire représente une excellente transition par rapport à ce que je vais demander au dernier intervenant de cette table d'aujourd'hui, c'est-à-dire Marco Menna, lequel est responsable des relations institutionnelles de TELT Tunnel Europalpin Lyon-Turin, donc la société italo-française contrôlée par les deux États et chargée de la réalisation de la liaison ferroviaire TGV Lyon-Turin, train grande vitesse. Donc, il est certain que le projet et la tentative de concrétiser ce projet a représenté là aussi le champ de bataille d'une dispute politique de grande envergure. Alors, comment vivez-vous d'abord, comment vivez-vous votre relation avec la France et les Français? Parce que là, on est en train de parler interculturel, donc comment vivez-vous cette... Et puis, quelle différence de sensibilité avez-vous pu constater concernant ce thème qui reste d'extrême actualité? Merci de l'invitation tout d'abord et de l'opportunité de partager avec vous les expériences que j'ai pu faire. Je suis le projet Lyon-Turin depuis 2000 ans et seulement dernièrement, je travaillais dans la commission intergouvernementale et seulement en 2015, je suis passé dans la société TELT, qui est, comme déjà dit, une société contrôlée par les États, qui a comme but celui de construire et exploiter également ce projet, le projet transfrontalier, là, seulement la partie transfrontalière de la liaison entre Lyon et Turin. Quelques mots d'histoire d'abord. La société naît à la suite d'un accord international signé par les ministres en 2012 après environ 3 ans de négociations entre la partie italienne et la partie française. Ça n'a pas été facile. J'ai participé à cette négociation parce qu'il y avait certainement des difficultés, des positions a priori prises par les deux parties qui a été important de résoudre avant de trouver un point d'accord, et pas global, pas total. En effet, en 2012, il n'a pas été décidé de lancer les travaux définitifs. Mais disons qu'une chose très importante pour arriver à une conclusion, un accord, a été le fait que dans la loi de stabilité italienne, les fonds pour le Lyon-Turin ont été identifiés, trouvés, et la partie italienne a mis sur le champ
2 milliards et 900 millions d'euros pour le Lyon-Turin. Actuellement, après quelques modifications, nous avons 2,5 milliards à disposition du projet. Ça a été important pour convaincre les Français du fait que la partie italienne était sûre, avait pris une décision ferme à faveur du projet, et surtout parce que la partie française avait imposé un taux de répartition du coût total de l'ouvrage transfrontalier qui était à faveur de la France à cause de la différence, de la grande différence des voies d'accès. C'est-à-dire, en France, les voies d'accès sont beaucoup plus longues qu'en Italie. Donc la France devait payer une partie beaucoup plus longue avec beaucoup de tunnels également, une partie considérable en galerie, de Lyon jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le début du tunnel de base. Donc, en 2012, il a été décidé de créer la société. La société a été créée après la ratification. L'accord est entré en vigueur le 1er août 2014, et la société a été créée, il a fallu un peu de temps, oui, la société a été créée février 2015. Mais comme je disais, ce n'était pas encore l'accord pour lancer les travaux définitifs. Pour lancer les travaux définitifs, il a fallu un autre accord, 2015, un protocole additionnel 2016 et surtout un règlement des contrats qui a été approuvé par la commission intergouvernementale en juin 2016, donc très récemment. Après ce dernier acte, la procédure de ratification a pu être lancée finalement. Mais il paraît que cette procédure est beaucoup plus rapide. Madame la présidente du Sénat pourrait confirmer, vu que en Italie, le projet de loi est à l'attention du Sénat. Et maintenant, nous attendons encore 2 ou 3 commissions, l'avis de 2 ou 3 commissions avant de passer à l'Assemblée du Sénat, et puis successivement à l'Assemblée. En France, la procédure est différente, mais également nous attendons à quelque chose d'assez rapide. Nous espérons d'arriver à conclusion des procédures dans les 2 pays au plus tard janvier-février. Revenons à la société. La société, comme prévu en 2012, est une société gérée à parité entre l'Italie et la France. Ce que les négociateurs ont prévu, c'est de confier à la partie italienne la gestion de la société. Donc, le directeur général, c'est l'architecte Mario Virano. En Italie, on dit architecte. Voilà. On a expliqué pourquoi. Mario Virano, qui était au préalable le président de la CIG également, a toutes les délégations, les pouvoirs, tandis que la partie française a plus la charge de vérifier, donc de contrôle de la société et de ses actions. En effet, le contrôle est très complexe, très très complexe. Là aussi, on peut faire des considérations. Le règlement des contrats est quelque chose de très important et permet notamment de prendre en considération quelque chose de péculier, enfin de particulier en Italie, qui est la loi antimafia, en la appliquant également au côté français du projet. Je m'explique. Voilà, ça c'est un sujet très intéressant, car
en Italie, il y avait, hélas, une expérience de lutte contre la mafia qui en France n'existait pas. Et donc, la France a finalement accepté d'adopter certaines normes pour mieux combattre la mafia. Je peux dire que au début, le côté français avait l'impression que le problème de la mafia, c'était un problème italien, italo-italien, disons. Vous avez un problème avec la présence de la mafia, vous risquez à cause de ça dans vos contrats d'avoir des tentatives d'infiltration, de corruption. C'est votre problème à vous, c'est à vous de le résoudre. Et la mafia arrête ses activités juste sur la frontière. C'est-à-dire elle ne traverse pas la frontière. Pas tout à fait. C'était une idée un peu peut-être trop optimiste. Grâce à un contrôle mené par le ministère des Intérieurs et les préfectures, notamment la préfecture de Turin, les entreprises qui participent aux appels d'offres de notre société sont contrôlées d'une manière très stricte. On a expliqué à la partie française que finalement une entreprise éloignée de la participation, empêchée de la participation à un appel d'offres en Italie pourrait aller de l'autre côté de la frontière et participer sans aucun problème à un appel d'offres du côté français. Alors là, finalement, la partie française a compris qu'il y avait un problème, qu'il fallait résoudre. Et avec des années de travail, ça n'a pas été facile, parce que de toute façon, il faut tenir compte des normes de la législation française, de la Constitution française. On est arrivé à la décision qui est contenue dans le règlement des contrats et qui a déjà été approuvée par le Conseil d'État français. Donc nous avons le parcours en cours, mais disons une partie importante qui a été déjà achevée. Nous avons dans le règlement des contrats, je disais, la prévision que les indications pour exclure des entreprises qui pourraient appartenir à la mafia sont ajoutées à l'ordonnance de 2015 numéro 899 aux articles 85 et 88, où il y a déjà des motivations d'exclusion. Donc, en ajoutant cette motivation en plus, il y a pratiquement l'application en France de cette normative qui est italienne. En plus de ça, l'accord prévoit la constitution d'un organisme binational qui a comme but celui de faire un contrôle intégré, donc avec des représentants du ministère, des deux ministères des Intérieurs, italiens et français, sur les entreprises. Alors ça, c'est un exemple d'intégration. Alors notre société cherche à intégrer, également dans la conception, par exemple. La conception, ce n'est pas conception italienne ou française. Nous cherchons d'utiliser best practice italienne et française pour la conception de notre projet. Également, notre société cherche à intégrer les connaissances également des langues. Quand du personnel est acquis, on lui demande d'avoir une connaissance de l'autre langue. Si c'est un italien, qu'il puisse parler le français et vice-versa. Et donc ça, c'est, je pense, un aspect important. Dans notre société, au moins, on cherche à intégrer les deux positions, la française et l'italienne. Il y avait un autre sujet sur lequel on avait beaucoup discuté au moment de la préparation de cette table ronde, et c'est-à-dire celui de la différente sensibilité française et italienne concernant la construction
de ce TGV Lyon-Turin, et notamment la construction du tunnel. Car vous me disiez que les Français voient surtout les avantages du côté français, on voit toujours les avantages de la diminution de la pollution, c'est-à-dire avec moins de camions, il y aura moins de pollution à l'avenir une fois que cet ouvrage aura été complété, alors que du côté italien, on a surtout une sensibilité très aiguë concernant les inconvénients de la longue durée des travaux pour la construction du tunnel. Enfin, pouvez-vous illustrer rapidement, parce que malheureusement nous allons rapidement vers la fin du temps qui nous est accordé, mais pourriez-vous simplement nous donner une idée de ces deux sensibilités, non seulement différentes, mais opposées? Oui, je me permets de faire un nom, celui de l'ancien ministre français qui a été le maire de Chambéry pendant 25 ans. Il répond au nom de Louis Besson, et qui est encore président de la CIG. Il vient d'écrire également un livre. C'est probablement un de ceux qui ont le plus poussé pour avoir ce projet réalisé entre l'Italie et la France. Et sa motivation principale, c'est exactement celle que vous venez de dire, c'est-à-dire enlever, déplacer, transférer les camions de la route au rail. La ligne historique ne répond pas à cet espoir parce qu'elle est très vieille, construite en 1871, pardon, et une pente qui demande au train d'arriver jusqu'à 1300 mètres de hauteur. Donc ça c'est le problème vu du point de vue français. Je fais un exemple. Du point de vue italien, malheureusement c'est au contraire. Depuis le début, dans la vallée, ça a été très mal vu. Il faut dire également que les Italiens ont toujours la tendance à dire non aux grands projets, aux grandes infrastructures. Dans la vallée, on raconte encore que la vallée était contraire quand il y a eu le passage avec les éléphants. Un animal. Puis il y a eu également une contestation au moment quand on a voulu construire l'autoroute, et a été donc Mario Virano lui-même qui a convaincu la vallée de l'importance d'avoir une autoroute. Et maintenant, il cherche à convaincre encore la vallée qu'il serait bon d'avoir un tunnel de base. Un tunnel de base qui permettra au train de passer à un niveau beaucoup plus bas que le tunnel de base. Là, la population, par contre, se concentre sur les difficultés de ces 9, 10 ans, 11 ans maximum de travaux. Mais pour venir à l'encontre de ces requêtes, la toute dernière nouveauté, c'est que les travaux du tunnel de base pourraient ne pas démarrer de Suse, c'est la ville la plus importante de la vallée, mais plutôt du tunnel qui est déjà construit et qui est arrivé à 6 km de longueur, 6 km et demi, et donc ne pas avoir des impacts à l'extérieur. Mais disons que de toute façon, même des sénateurs sont contraires à cause de ceci. Il y en a même jusqu'à il y a peu de temps qui pensaient que si on commençait à construire le Lyon-Turin, la vie aurait disparu de la vallée, carrément. Il y a vraiment des affirmations comme ça, mais c'est des a priori. Bon, disons que c'est une affaire à suivre. Ce qui nous intéressait, c'était de donner un aperçu de ces deux sensibilités vraiment très, très différentes.
Voilà, donc là, je voulais voir s'il y avait des questions de la part du public avant de donner la parole, bien sûr, à Fabrizio Romano pour la conclusion. Mais je souhaitais voir s'il y a quelqu'un dans la salle, et notamment... Oui, tout à fait. Mais... Il y a le pupitre. Non, mais le pupitre, oui. Excusez-moi, deux choses très rapides pour donner des informations. La première, c'est à propos des grandes infrastructures. Il y a la culture du non, surtout au niveau local, et c'est pour ça que la réforme constitutionnelle pour laquelle nous allons faire le référendum a concentré sur le niveau central toutes les compétences en matière de grandes infrastructures. Et c'est pour ça que les présidents des régions sont généralement contraires à la réforme constitutionnelle. La deuxième chose, c'est une précision sur l'histoire EDF Edison. Pourquoi moi j'étais secrétaire général de la présidence du Conseil à l'époque. J'ai contribué beaucoup à écrire le décret 301 et on doit dire que ce n'était pas l'idée de dire non, l'étranger ne passera pas. Mais l'Italie a fait un très important processus de libéralisation et privatisation. Et alors, le décret disait oui, vous pouvez entrer dans notre marché un régime de réciprocité. Et les blocs de droits de vote s'étaient limités aux entreprises publiques qui, dans leur marché, étaient monopolistes. Et je pense que c'était juste. Donc, Fabrizio Romano, qui est le fondateur d'IREFI, va tirer les conclusions. Je voudrais simplement lui rappeler, au moment de lui passer la parole, qu'il y avait un raisonnement qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire celui sur l'opposition France-Italie concernant PME grand groupe, parce que, d'après lui, là aussi c'est une caricature. Oui, et voilà, il ne faut pas exagérer. Au fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Merci Michael. En effet, c'est juste un mot parce que le discours est très long et là nous sommes arrivés à la conclusion. En effet, il y a l'idée que l'Italie, les entreprises italiennes sont pour la plupart des micro-entreprises, qu'en France il y a des géants nationaux. En réalité, quand on regarde mieux, ça c'est peut-être pas les experts, mais disons dans l'imaginaire collectif c'est un peu ça, mais je prends tous les raccourcis, en réalité c'est différent parce que il y a des ETI en Italie, il y a toute une question liée à une loi, un article 18 sur les licenciements en Italie qui ont limité de fait, même psychologiquement, mais qui ont limité le développement de ces entreprises, parce que s'il y avait plus de 15 employés, il y avait la réintégration de l'employé licencié, alors que s'il y en avait moins, il suffisait de payer pour la sortie. Donc tout ça a créé, d'une part, une limitation, un blocage, d'autre part, a fait en sorte que les membres d'une même famille pouvaient créer des sociétés différentes avec 14 employés, et en réalité c'était un groupe de 150 personnes, mais on ne le voyait pas. Chose qui a été un désastre pour l'Italie parce que ça a empêché de créer des entreprises avec une masse critique et une taille importante, intéressante aussi pour les investissements étrangers, parce que c'était invisible. La même chose en France, c'est un paradoxe, mais les entreprises, les ETI et les entreprises familiales de taille intermédiaire n'ont pas une visibilité médiatique. Alors que, quand on regarde les statistiques, 83% des sociétés en France sont à caractère familial et sont considérées par les économistes comme le seul rempart contre le désastre économique et financier d'un pays, je veux dire en France, c'est-à-dire le seul rempart, un rempart économique contre les problèmes.
ce sont les entreprises familiales, 83%, et ça, on ne le dit pas, parce qu'en France, on parle de géants disons nationaux. le rempart, pour ainsi dire, anticollectiviste, parce Non, qu'il oui, y a en France cette sensibilité individualiste dans le monde de l'entreprise. Mais dans le sens que l'économie est tenue par ces entreprises de taille intermédiaire qui payent les impôts en France, et souvent les grands groupes ne payent pas tous les impôts en France, donc voilà. Donc, il faudrait discuter sur tout ça pour ramener un peu à la réalité des choses, au-delà de ce qui est véhiculé aussi par les journaux, par les médias. Mais ça, c'est vraiment un flash pour, disons, rebondir sur ce que disait Marc. Ce serait très, très intéressant de faire un colloque, un forum avec Marc, avec Michael et avec d'autres amis sur l'histoire de l'Italie, c'est-à-dire sur la situation historique, sur l'histoire de l'Italie vue un peu sous l'angle de la réalité, c'est-à-dire ce qu'on connaît et pourquoi certains phénomènes se sont produits et quelle est la vraie raison de certains phénomènes. Parce que c'est vrai qu'on a tous une image, on connaît les choses, mais la réalité souvent est différente. Dernière chose, pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un géant japonais de l'électronique qui s'appelle NTD, je crois, ou NTT ou NTD, et c'était dans tous les journaux italiens l'autre jour, récemment. Il y avait une page entière qui disait que ce géant multinational japonais avait 3 centres de recherche, un au Japon, un dans la Silicon Valley, l'autre dans un bled paumé à côté de Cosenza, où il n'y a peut-être même pas la route pour y arriver. Et c'est là où les Japonais font la recherche. Donc, ce sont des choses qu'on ne connaît pas assez et qu'il faudrait redire, communiquer, manifester. Et nous, comme IREFI, à notre petit niveau, on veut faire ça aussi. Sur notre site et sur notre page LinkedIn, on mettra cet article, dans le sens que c'est une façon de communiquer. Donc, pour conclure, il y a beaucoup de choses à dire. Nous vous invitons de vous rapprocher d'IREFI pour apporter votre contribution, votre soutien, vos expériences, parce que c'est sur ça qu'on voudrait échanger. Et donc, je voudrais conclure là en vous donnant 2 informations pratiques. La première, que voilà, il y a maintenant un déjeuner dans la même salle où vous avez eu un café. Après, à 2h30, il y a les one-to-one dans le salon Castiglione, au Castiglione, au Castiglione, comme on veut dire, mais c'est au premier étage, tout au fond du couloir. Et donc, ce serait bien d'aller voir Chiara à la table où il y avait les badges pour justement l'organisation. Et j'en profite pour remercier la personne sans laquelle on n'aurait pas pu organiser ce colloque et ce forum, qui est justement Chiara, notre assistante extraordinaire. Bravo, Chiara. Chiara a fait énormément et n'aurait pas pu faire ce forum. Donc, je vous remercie tous. Merci à Michael, merci Marc, merci Bruno, merci à vous tous, merci Monsieur Men, et on vous dit à très bientôt pour une autre initiative d'IREFI. Merci.